Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision La Bari, les titres de ce journal. Après la fuite de Hama Amadou, on parle d'un imminent mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale. Les conditions d'émission de ce mandat d'arrêt dans ce journal. Assemblée générale du collectif Sauvons le Niger, les grandes conclusions avec un des membres fondateurs du collectif. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. L'affaire des bébés importés, le mandat d'arrêt international contre Hama Amadou, que la rumeur dit imminent, continue d'alimenter les débats au Niger. Quelles sont les conditions d'émission de ce mandat, les conséquences qu'il entraînera et la portée? Élément de réponse avec Dr Boubacar Hassan, constitutionnaliste. Le mandat d'arrêt international, c'est un acte qui est émis par le juge d'instruction, donc qui fait partie de ces plusieurs pouvoirs du juge d'instruction dans le cadre d'instruction d'un dossier où la personne poursuivie ne comparaît pas suite à une convocation, par exemple, où la personne n'est pas là pour émettre, par exemple, un mandat d'amener ou c'est un ordre qui est donné à travers, par exemple, le mandat d'amener. C'est un ordre qui est donné à la force publique de prendre par la force la personne qui refuse de comparaître volontairement devant le juge d'instruction pour qu'il soit entendu. Maintenant, quand on parle de mandat d'arrêt international, ça veut dire que la personne poursuivie ne se trouve pas sur le territoire national pour qu'il puisse être convoqué ou utiliser le mandat d'amener par la force pour qu'il puisse comparaître devant le juge d'instruction. Et là, on émet ce mandat d'arrêt international puisque la personne poursuivie aura déjà quitté le territoire national. Et maintenant, dans le cadre de la coopération internationale de l'entraide judiciaire, et on met en œuvre ce mandat-là pour que la personne puisse être arrêtée sur le territoire du pays sur lequel il se trouve et pour qu'il soit rapatrié vers le territoire du pays où il est poursuivi pour qu'il puisse un peu répondre. Dans ce cas, on doit mettre en œuvre les mécanismes de la coopération internationale et de l'entraide judiciaire. Et là, ça implique l'idée d'extradition. Et pour le faire, effectivement, il faut qu'il y ait une convention d'extradition entre le pays d'accueil donc de la personne poursuivie et son pays d'origine ou le pays dans lequel il a commis l'infraction et il est recherché. À partir du moment où on a mis en œuvre le mécanisme de la coopération internationale de l'entraide judiciaire, naturellement que ce procès aura un caractère international. Et de l'autre côté, le pays auquel on demande d'extrader la personne qui est poursuivie, qui se trouve sur son territoire, on lui transmet un certain nombre de dossiers que sa juridiction nationale va étudier pour voir effectivement à l'état, en tout cas des pièces qui sont versées dans le dossier, et cette personne-là ne fait pas l'objet d'une persécution ou d'une poursuite pour des raisons politiques ou religieuses, et en ce temps-là, elle peut valablement extrader cette personne-là pour qu'elle puisse venir répondre vraiment de ses actes devant les juridictions nationales. Hama Amadou, d'après certaines rumeurs et une certaine presse aussi, demande lui-même, si j'ose dire, à corps et à cri, que ce mandat d'arrêt international soit émis contre lui. Et quelle raison a-t-il de le faire à votre avis? Bon, sûrement qu'il a la conviction qu'en réalité, il est poursuivi pour des raisons politiques parce qu'il est un opposant politique et qu'il sait, comme tout à l'heure je l'ai dit, lorsque dans un dossier de demande d'extradition, on ne met pas vraiment des éléments solides et pour lesquels, pour voir la base de la poursuite, et que vraiment c'est pour des raisons politiques ou des raisons religieuses que la personne est poursuivie, effectivement, le pays sur le territoire duquel se trouve la personne ne serait pas extradée. Peut-être il estime que les éléments du dossier, en tout cas, ne sont pas solides. C'est peut-être c'est pour ça. Quelques mois après sa naissance, le collectif Sauvons le Niger est-il au bout du souffle? Non, diront les fondateurs de ce regroupement de plusieurs structures de la société civile qui ont tenu hier une assemblée générale. Plusieurs décisions ont été prises selon Abdulmoumen Ousmane, un des fondateurs du collectif Sauvons le Niger. On l'écoute. Hier avait essentiellement pour vocation de redynamiser Sauvons le Niger. Et au terme de la rencontre, effectivement, on a estimé qu'il y a un travail à faire pour recentrer les préoccupations
Et on a mis en place un nouveau directoire provisoire avec 4 camarades. Ces 4 camarades ont la responsabilité de conduire le processus organisationnel à son terme et surtout de faire en sorte que la plateforme revendicative citoyenne sur laquelle nous avions travaillé déjà il y a plusieurs mois, que cette plateforme revendicative puisse être une réalité. Et, il faut le dire clairement que Sauver le Niger s'est donné comme ambition de faire en sorte d'apporter un contrepoids à la guerre politique dans laquelle végète actuellement la classe politique nigérienne dans son ensemble. On se rend compte évidemment qu'il n'existe plus de contrepoids dans ce pays. On est presque dans la pensée unique. Le système a fait en sorte qu'aujourd'hui, toute voix discordante n'existe pratiquement plus. Et Sauver le Niger a été cet espoir-là. Et on doit faire en sorte de le redynamiser, de s'assurer qu'on puisse prendre en charge toutes les préoccupations et imposer éventuellement des conduites au pouvoir. Non seulement sur la démocratie et les droits humains, quand on voit évidemment qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'actes attentatoires à la démocratie qui sont posés par les tenants du pouvoir, quand on se rend compte que notre démocratie est en danger, notre République est en danger, quand on se rend compte que l'unité nationale est véritablement bousculée, il est nécessaire qu'une voix tout à fait neutre, une voix tout à fait objective qui constitue le collectif Sauvons le Niger, qu'elle puisse évidemment jouer son rôle et faire en sorte que les véritables préoccupations des Nigériens soient prises en charge. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la classe politique dans son ensemble, elle est déversée dans des difficultés politiques sans commune mesure avec les grandes difficultés auxquelles les Nigériens font face. Et donc nous, on ambitionne d'imposer une conduite aux tenants du pouvoir notamment, et même à ceux de l'opposition, pour faire en sorte réellement que les problèmes des Nigériens soient pris en charge. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de cet entretien. Dans moins de 48 heures, c'est la reprise des cours pour l'ensemble des lycéens de notre pays. En attendant le jour J, c'est-à-dire le lundi 15 septembre 2014, faisons le point des préparatifs de cette rentrée. Le constat avec Michel Deji. C'est visiblement sous de bons auspices que s'annonce cette rentrée scolaire au titre de l'année 2014-2015. Une rentrée scolaire que les autorités en charge de l'éducation annoncent avoir bien préparée afin qu'elle soit effective dès ce lundi 15 septembre 2014. Dans tous les cas, le 15 septembre, il n'y a pas de doute, les lycées vont tous reprendre le chemin de l'école et tout est fin prêt. On vient de parler des orientations, c'est fait. Les affectations des enseignants, la commission régionale s'est tenue. Les décisions sont sorties. Les kits sont connus. 10 cahiers par élève de 6e, 5e. 11 par élève de 4e, 3e. Et 13 pour chaque élève du second cycle. J'invite les enseignants, les élèves, chacun à s'atteler à la tâche qu'on lui a confiée. Dans la plupart des établissements scolaires publics comme privés également, les préparatifs de cette rentrée scolaire vont bon train. Dans certains, la première réunion du corps enseignant et membres de l'administration s'est déjà tenue et l'on n'attend que le jour J. On a déjà donc vu tous les professeurs, on a pris le contact, on s'est entendu entre nous, donc chacun a son emploi du temps. Nous sommes donc à la phase d'installation donc des tables et puis donc des tableaux. La liste presque donc c'est fini. Bon voilà, et puis on attend seulement le jour J. Alhamdulillah, en tout cas, on est en train de parachever la finition des inscriptions. On est déjà rodé dans le sens des préparatifs de rentrée. Et encore plus cette année parce que nous sommes en train d'agrandir l'école. Nous avons donc entamé des constructions à étages. Et en tout cas, dans l'immédiat, tout se passe très bien. En tout cas, chez nous, tout est fin prêt pour cette rentrée. Parce que déjà, nous avions fini les listes. Nous avons établi les listes pour des classes. On vient même de finir la réunion tout à l'heure. Donc, les enseignants, en tout cas, tout est là. Nous avons tous les enseignants disponibles et nous avons établi les tableaux de service.
pour chaque enseignant. En tout cas, par rapport au personnel enseignant, par rapport au personnel administratif, vraiment tout est OK. On a tout fini. On n'attend que vraiment le lundi. Au vu de tout ce qui est annoncé en ce qui concerne le bon déroulement de cette rentrée scolaire 2014-2015, il est à espérer qu'elle ne connaîtra pas les mêmes perturbations que la précédente, pourtant décrétée année de l'éducation. Fin cet après-midi au siège du SNAD de l'atelier de renforcement des capacités de conseillères municipales en leadership et budgétisation sensible en char. Cet atelier de 2 jours était organisé par l'Eurotab en collaboration avec Oxfam à l'intention des élus locaux de 8 régions du pays. Le compte-rendu de Adam Soumana et Halidou Bourema. Conscient que l'approche genre permet de mettre un accent particulier sur l'analyse des relations socio-culturelles qui régissent les rapports entre hommes et femmes dans différentes activités, l'Eurotab a initié cette rencontre d'échange visant à mieux outiller les femmes élues locales afin qu'elles participent efficacement à la vie de leurs communes respectives. Ainsi, 2 jours de travaux ont permis aux participants d'aboutir à d'importantes résolutions et recommandations. À l'État d'accélérer et rendre effectif le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales, de revoir le statut des arrondissements communaux en vue de les conformer à l'esprit de la décentralisation. Au Eurotab, de poursuivre les actions de renforcement de capacités des acteurs de la décentralisation et des femmes élues locales en particulier sur le budget participatif et leurs autres instruments de la gouvernance locale. De maintenir l'accompagnement du réseau des femmes élues locales du Niger Réfélon dans le renforcement des capacités et dans la restitution des connaissances apprises. Résolution. Les participantes à l'atelier de formation des femmes élues locales venues de toutes les régions sur le leadership et la budgétisation sensible au genre, tenu à Niamey du 12 au 13 septembre 2014, s'engage à restituer les connaissances apprises, à militer pour la mise en œuvre du budget participatif axé sur le genre dans les collectivités respectives. Prenant la parole à la clôture de ces assises, le coordonnateur de l'Eurotab s'est réjoui de la collaboration entre son réseau et celui des femmes élues locales du Niger. Il faut se dire que l'Eurotab, depuis sa création, a compris qu'il ne peut pas y avoir de développement dans un pays sans la jeunesse et les femmes. Et l'Eurotab s'est donné comme moyen de pouvoir toucher ces 2 couches, surtout les plus vulnérables dans une société, pour que nous puissions ensemble œuvrer pour une bonne gouvernance dans notre pays. Et quand on parle de gouvernance, on ne peut que commencer que par le bas, à savoir au niveau des régions. Aujourd'hui, avec l'affectation des pouvoirs dans le cadre de la décentralisation, nous savions que les régions sont devenues incontournables pour le développement socio-économique de notre pays. Donc, les élus aussi deviennent du coup incontournables comme acteurs à pouvoir associer à tout programme pour qu'il y ait un développement harmonieux de notre pays. Par la présente rencontre, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire entend apporter sa pierre à l'élimination de toute forme de discrimination à l'endroit des femmes à travers leur participation au développement des entités administratives du Niger. Ouverture hier au stade général Sénikounché du championnat national d'athlétisme. C'était en présence du ministre de la Jeunesse, des Sports et de plusieurs invités. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et Sadoudoumi. Pour l'édition 2014, la Fédération nigérienne d'athlétisme a reçu son pari, celui d'enregistrer la participation des athlètes des 8 régions de notre pays. Après le défilé des différentes délégations, le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme a prononcé un discours dans lequel il est revenu sur le bilan 2014 des activités menées par la dite fédération. La saison sportive 2014, qui est sur le point de s'achever, fut pour la Fédération nigérienne d'athlétisme
Une année d'intenses activités, aussi bien du point de vue de la participation de nos athlètes aux compétitions nationales et internationales. Au plan international, nous pouvons citer entre autres la participation de nos athlètes au marathon international de Bamako en mars 2014, le semi-marathon international de Cotonou en 2014, victoire de notre athlète au marathon international de Nouakchott en Mauritanie en avril 2014, participation au championnat ouest-africain de la zone 2 à Ouagadougou, la participation d'une de nos athlètes aux Jeux africains de la jeunesse à Gaborone, participation aux Jeux olympiques de la jeunesse à Beijing. Il est à noter ici que le tournoi majeur de notre sous-région, à savoir le tournoi de solidarité qui devait se tenir au Bénin en mai 2014, n'a pu avoir lieu faute de moyens. En matière de convention, 2 furent signées. L'une des priorités est la poursuite de l'introduction du kit d'athlétisme à l'école primaire, selon la convention signée l'année dernière entre le ministère de l'Éducation nationale, puis l'association internationale, avec l'association internationale d'athlétisme. Aussi, nous sommes en train d'étudier l'opportunité d'exporter certaines de nos activités dans les communes rurales. Et d'ores et déjà, nous sommes en pourparlers avec les autorités de la commune rurale de Hamdalaï pour la première édition, mais aussi pour la création d'un centre africain de détection de talents. La nouveauté pour ces activités est que les prix seront désormais en nature. Nos défis sont nombreux et variés. C'est pour cela que nous lançons encore une fois un cri de cœur à l'intention de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports pour continuer les appuis qu'ils nous ont toujours apportés dans nos actions. C'est l'occasion pour nous de remercier très sincèrement le ministre de la Jeunesse et des Sports dont l'appui nous a permis aujourd'hui d'organiser ce championnat. Le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme a adressé ses remerciements à la tutelle et à certains sponsors qui ont contribué à l'organisation de ce championnat national d'athlétisme. Une compétition dont le sprint final aura lieu ce samedi après-midi au stade général Séné-Kountché de Niamey. La partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien que nous a accordé Abdelmoumen Ousmane, membre fondateur du collectif Sauvons le Niger. Il s'est agi pour lui d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les changements intervenus dans le comité de direction de Sauvons le Niger et la nouvelle vision de ce collectif. Très bonne réception. Il se trouve effectivement qu'on a tombé dans une certaine léthargie. On n'arrive pas à prendre conséquemment les problèmes en charge. Et ceci est dû d'une part au mode organisationnel que nous avons mis en place, qui est très participatif et assez horizontal, et le contexte également avec le développement de l'actualité qui n'a pas permis en tout cas que nous nous retrouvions, que nous définissions des axes assez forts comme auparavant on avait pu le faire. Donc au niveau organisationnel, on s'est véritablement rendu compte que cette horizontalité ne permet pas réellement de prendre en charge les préoccupations nationales, parce qu'on se rend compte que chaque jour les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et donc c'est ce qui a justifié qu'hier notamment on s'est retrouvé pour essayer de booster le collectif pour qu'ils prennent en charge les questions et les préoccupations des Nigériens. Alors que peut-on retenir de la rencontre d'hier ? La rencontre d'hier avait essentiellement pour vocation de redynamiser souvent le Niger. Et au terme de la rencontre, effectivement, on a estimé qu'il y a un travail à faire pour recentrer les préoccupations. Et on a mis en place un nouveau directoire provisoire avec 4 camarades. Ces 4 camarades ont la responsabilité de conduire le processus organisationnel à son terme et surtout de faire en sorte que la plateforme revendicative citoyenne sur laquelle nous avions travaillé déjà il y a plusieurs mois, que cette plateforme revendicative puisse être une réalité.
Et il faut le dire clairement que souvent le Niger s'est donné comme ambition de faire en sorte d'apporter un contrepoids à la guerre politique dans laquelle végète actuellement la classe politique nigérienne dans son ensemble. On se rend compte évidemment qu'il n'existe plus de contrepoids dans ce pays. On est presque dans la pensée unique. Le système a fait en sorte qu'aujourd'hui, toute voix discordante n'existe pratiquement plus. Et souvent le Niger a été cet espoir-là. Et on doit faire en sorte de le redynamiser, de s'assurer que on puisse prendre en charge toutes les préoccupations et imposer éventuellement des conduites au pouvoir, non seulement sur la démocratie et les droits humains, quand on voit évidemment qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'actes attentatoires à la démocratie qui sont posés par les tenants du pouvoir, quand on se rend compte que notre démocratie est en danger, notre république est en danger, quand on se rend compte que l'unité nationale est véritablement bousculée, il est nécessaire qu'une voix tout à fait neutre, une voix tout à fait objective qui constitue le collectif Sauvons le Niger, qu'elle puisse évidemment jouer son rôle et faire en sorte que les véritables préoccupations des Nigériens soient prises en charge. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la classe politique dans son ensemble, elle est déversée dans des difficultés politiques, sans commune mesure avec les grandes difficultés auxquelles les Nigériens font face. Et donc nous, on ambitionne d'imposer une conduite aux tenants du pouvoir notamment, et même à ceux de l'opposition, pour faire en sorte réellement que les problèmes des Nigériens soient pris en charge. Pour l'instant, on voit que tout est politique, on est dans le tout politique, on est dans le tout 2016. Les problèmes de la vie chère qui se posent aux Nigériens ne sont pas pris en charge. L'éducation, la rentrée prochainement, c'est la rentrée. On se rend compte que malgré quelques communiqués, on n'est pas en train de bousculer les fondamentaux pour faire en sorte que ça fonctionne. On se rend compte que véritablement les moyens de l'État ne sont pas bien consacrés. On se rend compte aussi chaque jour que beaucoup de Nigériens aujourd'hui sont dans la misère et les orientations politiques qui sont menées ne sont pas de nature à apporter des réponses aux souffrances qu'endurent les populations nigériennes. Et donc, il y a nécessité à ce que une structure tout à fait objective, une structure qui regroupe pas mal d'organisations de la société civile, que cette structure s'organise et qu'elle porte réellement les préoccupations du plus grand nombre. Ce qui fait réellement défaut actuellement au Niger. On a pu récupérer au maximum, le pouvoir a pu récupérer au maximum les structures de la société civile. Les autres peinent à se faire entendre et donc il faut que le collectif Sauvons le Niger puisse se ragaillardir et puisse alors se redynamiser pour véritablement constituer ce contrepoids et faire en sorte que l'intérêt général soit pris en charge. C'est pour cette raison justement qu'on est en train d'élaborer une plateforme revendicative citoyenne qui balaie l'ensemble des préoccupations et nous allons d'abord l'adopter, ensuite la publier, nous allons faire en sorte qu'elle soit appropriée par les populations et sur cette base nous allons évidemment vers le pouvoir pour lui demander d'apporter des réponses assez précises à ces véritables préoccupations des Nigériens. Revenons sur l'organisation de ce collectif Sauvons le Niger. Vous l'avez dit, vous avez mis en place un comité provisoire, mais à ma connaissance, dès la mise en place, dès la création de ce collectif Sauvons le Niger, il y avait eu quand même un comité de direction qui gérait ce collectif. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu des personnes ou bien des acteurs qui ont eu à jeter l'éponge entre-temps. Oui, vous savez, dans la vie des organisations comme celle-là, effectivement, il y a des difficultés qui émergent à un moment ou à un autre. Certains qui estiment que telle préoccupation n'est pas la leur, ou certains se développent de nouvelles amitiés. Et donc, au regard de la ligne que nous avons définie, ceux-là qui sentent qu'ils ne sont pas nécessairement en adéquation avec ce que nous défendons, on se doit soit de les demander de s'écarter ou évidemment qu'on les fasse sortir ou qu'ils démissionnent. Donc, et il y a d'autres qui n'ont simplement pas été présents. J'aimerais bien qu'on comprenne que c'est un mode de gestion totalement horizontal. On n'a pas de direction en tant que tel. Les structures de la société civile nous ont fait confiance. On était 6. Ils nous ont dit de diriger de manière tout à fait horizontale. On n'avait pas de responsable, on n'a pas de coordinateur. Évidemment, on s'est rendu compte que les choses se sont glissées à un moment donné et des points de vue ont été donnés
au niveau de l'opinion qui ne cadre pas nécessairement avec les préoccupations de sauver le Niger. Et donc hier, on a acté ça et on a pris un certain nombre de décisions. Mais il y a d'autres camarades qui étaient simplement absents à la réunion d'hier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même une fissure au sein de ce collectif Sauvons le Niger? Il n'y a pas de fissure en réalité, c'est un collectif où les gens sont librement, se sont inscrits librement, ils sont arrivés et il y a eu une erreur que nous avons commise aux premières heures, c'est celle de ne pas formaliser nos activités, de les inscrire dans des textes, etc. Et donc, on était dans un mode d'organisation qui était extrêmement fort parce qu'il permet effectivement l'émergence des préoccupations et des analyses, mais qui avait une faiblesse, c'est celle de la représentation et la question du leadership. Donc, hier quand même, c'est pas qu'il y a eu une rupture ou non, c'est juste un certain nombre d'acteurs qui estiment soit qu'il faille donner un nouveau souffle et ils n'ont pas véritablement l'énergie pour le faire et ils s'écartent pour évidemment des jeunes parce que ce qu'on a fait hier en dehors des quartiers et moi, on a fait appel à d'autres camarades, notamment Gamache de Senko Taxi et le secrétaire général de l'ENUN, pour faire en sorte effectivement de faire ce travail pour s'assurer que désormais ça va bien fonctionner et que la plateforme revendicative citoyenne va être adoptée, rendue publique et défendue par les Nigériens dans leur ensemble. Alors, quel type de démarche vous comptez mettre en place pour quand même vous démarquer de cette société civile qu'on est en train de vouloir dire que la société civile actuelle elle est complètement politisée? Mais vous savez, on ne peut pas empêcher de dire que la société civile est politisée. Ce qu'on appelle politisé au Niger, c'est plutôt partisan. On considère que les uns et les autres sont liés à telle ou telle structure politique, etc. L'avantage de Sauvons le Niger, c'est que justement, Sauvons le Niger ne l'est pas. On est un ensemble de camarades qui se retrouvent, qui estiment qu'à un certain moment la démocratie était en danger, qui estiment encore que la démocratie est réellement en danger et qui estiment effectivement qu'il y a une démarche tout à fait participative à faire pour faire en sorte évidemment que le pouvoir entende les préoccupations des Nigériens. Le pouvoir, il s'est dévoyé principalement en cherchant à récupérer à terre toute forme de voix discordantes, à faire en sorte que toutes les associations, toutes les ONG, qu'elles lui soient acquises et que personne ne réagisse, personne ne critique. C'est ça l'objectif de ce pouvoir. À Sauvons le Niger, on a là un réceptacle d'un certain nombre de structures qui désormais se disent que nous, on n'est pas politique, on n'est pas avec l'opposition, on n'est pas avec le pouvoir, mais nous estimons qu'il y a une pression à porter, il y a un travail à mener pour notre démocratie, pour notre République. Le pouvoir lui-même en a besoin. Pour l'instant, quand on voit de la manière dont il se focalise fondamentalement sur les politiques, on se rend compte que les réalisations qu'ils font n'ont de vocation qu'à la publicité. On dit, évidemment, ils ont besoin que nous soyons là pour leur dire voilà ce que sont les valeurs, voilà ce qui sont les principes. Cette démocratie, elle n'est pas la vôtre, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il faut que vous écoutiez le peuple et nous servons alors là du courage de transmission pour faire en sorte que les vraies préoccupations des populations soient entendues et solutionnées. Est-ce qu'à dire que dans les prochains jours, on va avoir quand même un cadre, le collectif du Niger, plus actif et plus présent dans la défense des intérêts des populations nigériennes? C'est vers ça que nous cheminons, les collectifs qu'on avait connus auparavant, parce qu'il faut le dire, l'ambition n'a pas été de réagir à l'actualité. Nous avons été contraints. Aux premières heures, notre objectif a été véritablement de faire notre déclaration donc, de mise en place et par la suite adopter notre plateforme revendicative. Voyez-vous, on n'a pas pu avancer parce qu'entre-temps, on a arrêté un de nos camarades, donc les camarades Hassan. Entre-temps, il y a la question de l'uranium qui se pose et donc nous avons été pris par le factuel. Donc nous n'avons pas pu avancer sur ces questions-là qui concernent les Nigériens. Et la question de plateforme revendicative sur laquelle nous allons travailler, elle concerne tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse du coût de la vie, qu'il s'agisse des loyers, qu'il s'agisse de nos ressources, qu'il s'agisse de notre souveraineté. Tous ces aspects vont être contenus dans un document avec des exigences très précises que nous allons déposer devant le gouvernement et exiger qu'il y ait une solution. Et si le gouvernement ne donne pas voix ou en tout cas ne donne pas réponse, nous allons effectivement nous allons essayer de mobiliser les populations pour que
cette démocratie et que nos ressources désormais soient orientées vers véritablement les besoins des Nigériens. Donc notre objectif, et c'est ça ce travail que nous allons faire, c'est un travail de fond, c'est aller vers les populations pour leur dire, voilà, nous estimons que les problèmes sont là, travaillons ensemble pour que le gouvernement apporte ses réponses, des réponses très concrètes à des préoccupations qui sont les nôtres. Pour l'instant, tout ce qui se passe dans ce pays est super politique, tout ce qui se passe sur l'horizon 2016, pour l'instant les Nigériens ne sont pas nécessairement, ne rencontrent pas leurs besoins dans les différentes actions qui sont menées. Nous avions attendu que l'opposition politique mette la pression là-dessus, elle ne le fait pas. On ne va pas regarder le pouvoir faire ce qu'il veut comme ça. Je vais plus loin, quand on prend le manque de pression, le manque de contrepoids sur le plan, sur l'échiquier sociopolitique, ça fait en sorte qu'on a un certain nombre d'actes qui se posent et qui sont tout à fait aux antipodes des besoins des Nigériens. Voyez-vous, toutes ces dépenses superfétatoires qu'on est en train de faire, c'est parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Comment peut-on accepter que dans un pays exposé à la famine où les Nigériens peinent à manger convenablement, comment dans ce pays-là, où on n'a pas donné de réponses structurelles en matière de santé, en matière d'éducation, comment peut-on se permettre de faire certaines dépenses de luxe? On ne peut pas. Mais ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas, l'opposition est morte, l'opposition, ils l'ont attamée, la société civile l'ont discrédité, ils estiment qu'ils sont libres pour le faire. Et donc c'est en ça même que notre démocratie est enragée, et c'est pour ça que nécessairement nous devons nous reprendre, nous devons nous retrousser les manches pour faire en sorte effectivement que l'on écoute les Nigériens et qu'on se dise que les ressources nationales doivent servir au plus grand nombre. Alors pour l'avenir, quelles dispositions vous comptez prendre pour que, en milieu de route, certains de vos camarades ne vous lâchent pas? Vous savez, on n'est pas dans un processus qui exige qu'il y ait beaucoup de monde. C'est de la qualité dont on a besoin, de la franchise. On a besoin de gens tout à fait objectifs. On a besoin de gens qui sont sur les principes. Qu'ils soient 5, qu'ils soient 10, qu'ils soient 20, c'est très bien. On n'a pas besoin de 100 dans lesquels on va trouver quand même un certain nombre qui jouent un double jeu. Ils sont avec nous le jour, ils sont avec le pouvoir la nuit, ou avec des partis politiques de l'opposition le soir. Donc, nous, dans notre démarche, on veut que ce soit le plus rigoureusement que ça soit fait. Tant quelqu'un ne se retrouve pas, quand il estime que ce que nous faisons ne cadre pas avec lui ou avec les besoins ou les objectifs de ses commanditaires, il peut à tout moment quitter. On peut rentrer, on peut sortir. Tout ce qu'on veut quand on est là-dedans, c'est d'être respecté de principes, respecté de ce qui nous réunit et faire en sorte évidemment d'avancer autour de l'intérêt général.